On revient au Café Osmo à Montréal. J'ai avec moi Sylvain Carle. Sylvain, salut! Bonjour! Je demandais tantôt à Patrick Gagné d'Osmo comment je t'introduis, comment je te présente, parce qu'à chaque fois qu'on se voit, tu changes de job. Ça m'aide pas, là. Je fais toujours la même chose depuis 20 ans, mais... Oui, mais c'est ça. Parle-moi un peu de t'es rendu où, là? Écoute, ça fait maintenant 4 ans là, que je suis arrivé chez Real Ventures. Mon premier grand mandat quand je suis arrivé chez Real Ventures, c'était de diriger l'accélérateur Founder Fuel. Donc j'étais, en plus d'être associé chez Real, mon gros projet c'était de recruter, d'opérer, de présenter les démos de Founder Fuel pendant plusieurs années, le réseau de mentors. L'année dernière, Isaac Souin s'est joint à notre équipe et c'est lui qui a pris le relais sur Founder Fuel. Donc, la direction de Founder Fuel depuis 2 cohortes maintenant, c'est Isaac. Et avec Isaac et le reste de l'équipe de Real Ventures, on a lancé un nouveau fonds d'investissement, une nouvelle stratégie vraiment pour le début là, du stade, les premiers quelques 100 000 $. C'est vraiment venu de constat et de réflexion, justement suite à 4-5 cohortes de Founder Fuel où j'amène des équipes qui ont des bonnes idées, qui ont des bons produits, qui commencent à avoir un peu de validation de marché, mais qui ont certainement un défi là, en termes d'aller chercher de l'investissement. Une première ronde de 500 000, 750 000, c'est encore difficile à faire aujourd'hui. Puis il n'y a pas tant de gens qui se spécialisent là-dedans au Québec. Puis avec le temps, Real Ventures fait de plus en plus de projets, écrivait des chèques un peu plus gros. Puis je trouvais qu'on avait vraiment besoin d'une stratégie spécifique là, pour ce stade-là où tu as un premier produit, tu es MVP, tu es peut-être 3, 4, 5 personnes. Tu commences à avoir des bons feedbacks, mais là, tu as besoin de quelque chose pour passer à la prochaine étape. Je m'occupe de ça. On a lancé le fonds, cette stratégie-là, l'été passé. On a annoncé 2 nouveaux fonds, là, 180 millions total chez Real Ventures, dont 30 millions spécifiques au Québec. Ça s'appelle Orbit Montréal. C'est un fonds de Real Ventures. Puis c'est le stade là, de pré-amorçage. Donc la première étape, une fois qu'on a une idée puis qu'on arrive à une... Oui, puis tu sais, généralement, tu vas chercher un peu d'argent, tu sais, les amis, la famille, ta carte de crédit, puis peut-être un ange. Puis c'est à peu près à ce stade-là. Là, c'est intéressant parce que c'est un peu un cycle, hein? C'est que les fonds, c'est pas le premier fonds du genre depuis une quinzaine d'années qui voit le jour, qui dit je vais me concentrer sur le pré-amorçage et... Par évolution normale, on arrive à des fonds un peu plus matures. Real Ventures, c'est un fonds qui est quand même rendu assez important. Oui, puis en fait, ça revient aux racines. Hein, Le premier fonds de Real Ventures, ça s'appelait Montréal Startup. Voilà. C'était 5 millions il y a 10 ans. Et c'était pour ça. Là, puis finalement, ce qu'on se voit, c'est que avec l'écosystème qui grandit, qui est plus mature, il y a beaucoup plus de startups aussi aujourd'hui, il y a besoin de stratégies spécifiques à différents stades parce que c'est pas les mêmes conseils. C'est pas les mêmes défis. Il y en a qui sont similaires, mais il y a des choses vraiment spécifiques. Là. Quand tu es 3 cofondateurs, cofondatrices, puis tu engages première personne comme employé, c'est quelque chose. Quand tu dis on se paye un salaire, on s'organise un peu plus, il y a des défis donc, qui sont vraiment spécifiques à ce stade-là. Puis en parallèle de ça, il y a eu une explosion extraordinaire de ressources. Aujourd'hui, tu as des Santec, Détroit, Innocité, tu as des trucs à l'UQAM, à l'UDM. Les universités se sont plus organisées. Oui. L'écosystème offre beaucoup plus de soutien. Tu as des programmes aussi comme Fondation Montréal Inc., PME Montréal qui aident. C'est de 0 à 100 000 $, là, 1 à 3 personnes dans ton équipe. Puis c'était juste après ça qu'on voyait le défi. Puis fait qu'on s'est vraiment on s'est penché là-dessus, on a développé quelque chose spécifiquement pour ça. Puis c'est arrivé en même temps que, je te dirais, une nouvelle vague de ce type de fonds-là. Fait que, c'est beaucoup Investissement Québec, la Caisse de dépôt, Desjardins Capital, FTQ, là, c'est des gens qui nous backent dans ce fonds-là. Ils ont compris aussi qu'il y avait un besoin à ce stade-là. Et donc, ce sont eux aussi qui ont investi. Notamment, c'est le gouvernement du Québec qui est arrivé avec cette stratégie-là. Des fonds comme Orbit, c'est des fonds dont une grande partie, dans le cas d'Orbit, la moitié là, de notre 30 millions, vient du gouvernement du Québec. C'est géré par Investissement Québec. Et eux, ça fait partie du développement économique. C'est des fonds, donc ils vont être rentables. On va faire des retours avec ces fonds-là si on fait une bonne job. C'est ça l'idée, oui. C'est ça l'idée, mais c'est vraiment de continuer de soutenir cette strate-là dans notre écosystème. Ça, c'est très réjouissant, je te dirais. Fait que c'est ça que je fais depuis 10 ans, mais la forme et la façon de le faire évolue avec l'écosystème en quelque sorte. C'est un bon point. En fait, tu as voyagé quand même beaucoup, tu as travaillé longtemps en Californie, entre autres.
je pense que tu es impliqué dans le Startup Genome, là, qui dresse un portrait un peu des places technologiques dans le monde. On en parlait un petit peu plus tôt dans l'émission. Il y a quand même plusieurs fonds à Montréal. On a l'impression qu'il y a beaucoup de capital disponible. Donc, le problème n'est peut-être pas nécessairement là en termes d'éclore la scène. Et ça, c'est s'il y a un problème. Mais comment ça se compare Montréal, par exemple, à le Silicon Valley ou même d'autres places, Toronto, des choses comme ça, en termes de scène technologique? Est-ce qu'on a, j'imagine qu'on a des forces et des faiblesses? Oui. Alors, la question, quelles sont-elles? Bien, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que le rapport là, de le Startup Genome, là, le Global Startup Ecosystem Report, qui paraît toutes les années, alterne entre un classement. Donc, le dernier classement dans lequel Montréal a fait le top 20 pour la première fois, c'était 2016. Ah oui. Okay. L'édition de cette année, c'était plus justement un portrait des forces et des faiblesses des différents écosystèmes. Et notamment Montréal, à ma grande surprise, n'est pas très fort. La communauté Startup de Montréal n'est pas si connectée que ça ensemble, malgré ce qu'on pourrait penser, si on se compare à d'autres. Quand tu dis pas connecté, on parle par secteur ou par vraiment géographique? En fait, il y a 3 niveaux de connexion qui évaluent, puis c'est super intéressant parce que derrière, c'est vraiment le network theory, là, ou la théorie des réseaux derrière beaucoup l'analyse du Global Startup Ecosystem Report, c'est de dire les founders, les cofondateurs sont-ils connectés entre eux? Fait qu'ils posent des questions dans leur sondage. Est-ce que tu as 3 à 5 personnes de ton réseau qui sont au même stade que toi? Que si tu envoies un courriel ou si tu les appelles, ils vont te répondre dans les prochains jours puis te donner une demi-heure, 1 heure pour t'aider. Ah oui. Ce qui est très, très culture Silicon Valley, là, en passant, là, San Francisco, Oui. qu'on a quand même ici assez, mais finalement, quand tu calcules, tu regardes le data, pas tant que ça. Le deuxième, c'est les liens entre les startups et les grandes compagnies. Okay. Je pense qu'ici, au Québec, il y a du travail à faire là, avec le Québec Inc. Ah oui. Et les startups. Ça s'améliore. On le voit aussi à notre man ici, il y en a de plus en plus. Tu as les banques qui viennent, tu as les grandes compagnies. C'est un peu les mêmes aussi. Il faudrait élargir ça. Mais il faut élargir ça. Puis il faut bien trouver l'intersection puis la surface d'interaction. Ça, c'est le deuxième sur lequel on ne se score pas si bien que ça. Puis le troisième, c'est les liens à l'international. Donc, est-ce que tu as dans ton réseau à 1 degré ou à 2 degrés des connexions que la journée que la journée que tu vas à New York ou la journée que tu vas à San Francisco ou à Paris ou à Londres, tu as déjà des entrées. Puis ça, pas tant que ça, même si il y a certaines choses qui existent. Moi, je prends ces 3 choses-là comme un peu une liste de sur quoi on travaille dans la prochaine année, dans les prochains 3 ans. C'est les grandes priorités, je pense. Ben, écoute, ça soulève un paquet de bons exemples. On a des grandes entreprises en Québec. Alimentation Couche-Tard, par exemple, pourrait avoir un volet R&D, pourrait avoir, il y a plein de choses, surtout dans l'alimentation de proximité. Il y a plein de choses qui s'en viennent, plein de startups. On en voit moins ici de la livraison par robot, des choses comme ça. Il y aurait du travail à faire. Bombardier, c'est un exemple, c'est une compagnie qui pourrait faire dans essayer des choses. Airbus a un beau programme de R&D en France. Ce serait fun de voir des maillages comme ça. Mais c'est ça. Puis il faut, ça prend des personnes dans ces organisations-là qui ont ça comme mandat, comme mission. Tu sais, VP Innovation ou R&D. Puis quand ça marche bien. Tu sais, un bon exemple qu'on a vu récemment, là, Ubisoft, Québécois, ont des gens qui travaillent à temps plein là-dessus, ont même lancé des fonds d'investissement, ont des équipes qui font des projets pour faire des premiers projets avec des startups, ont modifié leur façon de travailler. Fait que, on a des exemples qui existent, mais ça n'en prendrait pas 2, ça en prendrait 25 ou 50. Non, effectivement. On sentait qu'un peu avec tout le mouvement de l'intelligence artificielle qui venait de Yoshua Bengio beaucoup, donc de l'Université de Montréal, qui allait avoir un maillage. Element TI, c'était un peu ça leur rôle. De faire le lien entre les grandes entreprises, la recherche, l'université et les startups. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait être reproduit dans d'autres créneaux, dans le jeu vidéo, des choses comme ça? Dans le détail, peut-être? Oui, c'est sûr que cette formule-là, recherche, grande compagnie, start-up, moi j'appelle ça un triangle vertueux. Là. OK. Ça marche bien parce que ça prend les forces de chacun pour balancer les faiblesses des autres. L'agilité, puis peut-être la rapidité d'exécution des startups, puis plus de tolérance au risque, versus plus de moyens, plus de patience, puis peut-être plus de clientèle ou d'impact dans les grandes compagnies. Puis, si tu vas du côté de la recherche, bien
le désir de voir la recherche appliquée à un défi, une problématique sociale, économique. Fait que ça, ce trio-là, il marche super bien. Ce qui est intéressant dans le cas de l'intelligence artificielle, puis je pense que c'est important de le souligner, c'est qu'il y a vraiment eu ce désir-là de faire ça de façon ouverte et collaborative. C'est pas toutes les facultés qui sont aussi transparentes et ouvertes et collaboratives. Et donc, moi, ce que je dirais, c'est que les autres secteurs pourraient s'inspirer de ce qui s'est passé dans ces facultés-là pour, comme une façon d'opérer ou une façon de collaborer là, avec l'écosystème. Ouais, c'est intéressant de voir la suite. Parlant d'intelligence artificielle et de classement, il y a un classement qui est sorti cette semaine qui traçait le top 25 des centres en intelligence artificielle dans le monde. Et ce qui m'a surpris, en fait, c'est que Montréal n'était pas dans le top 25. Oui. Il y avait Toronto qui était dans peut-être 20e ou quelque chose comme ça. Je me suis demandé un peu pourquoi, je ne sais pas. Moi, ma piste de solution, c'est que probablement que le classement qui a été fait par des gens d'Europe, je crois, ils considèrent Montréal comme une sous-filiale de Toronto. Ils ont une grande ville au Canada puis ils l'ont intégré comme ça. Je ne sais pas si tu as une théorie là-dessus. Bien, je pense qu'il y a de ce que j'ai lu, parce que je l'ai lu en diagonale, mais il calculait, entre autres, beaucoup les dollars investis dans certains secteurs. OK. Notamment la robotique, le manufacturier, les véhicules autonomes. Et puis Montréal n'est pas reconnu nécessairement pour ça. Oui, effectivement. La voiture autonome, c'est pas ici que ça se passe. C'est ça. Fait que, Montréal est clairement leader mondial en recherche d'apprentissage profond. Ça, c'est factuel parce que tu peux aller sur Google Scholar, tu vois les citations des chercheurs, tu vas voir que les gens du Mila à Montréal, là, ils scorent dans le top, c'est eux les plus référés, les plus cités. Fait que l'effet d'engouement qu'on a vu à Montréal vient de là. Donc ça, c'est authentique, c'est vrai, c'est démontré. Après, ben ça revient un peu au défi qu'on a nommé un petit peu plus tôt. Pour que ce potentiel-là de savoir devienne un impact, crée un impact économique, ben ça prend les liens avec les grandes entreprises, ça prend les liens internationaux, ça prend les capitaux qui sont investis et ça prend le temps de le faire. Et donc, moi, je suis très optimiste et je vois tous les bons signaux qui me disent que Montréal est dans la bonne direction. Mais si tu me dis Montréal n'a pas le même impact économique que Londres ou que New York, AI ou pas AI, c'est difficile. C'est un peu prévisible aussi. C'est ça. Fait qu'en quelque part, c'est plus de dire, étant donné la taille de la population, de l'économie, ce qu'on a, le nombre d'universités, est-ce qu'on surperforme par rapport à nos actifs ou on sous-performe? Puis moi, je pense qu'on a sous-performé, notamment dans tout le secteur confondu, dans l'innovation, qui sortait des universités, puis sa commercialisation, puis son application. Pour moi, c'est un des... Ben, c'est un classique. C'est un des... Tu sais, je disais, il y avait 3 priorités, c'est peut-être ma 4e, c'est de voir à ce que ça se passe mieux. Puis je pense qu'il y a de l'ouverture, il y a de la bonne volonté pour ça, mais il y a du travail à faire. Ouais. Ben, en même temps, c'est un créneau, puis je veux dire, M. Benjo le disait régulièrement, c'est que l'intelligence artificielle, l'investissement qu'on fait en ce moment, il n'y aura pas un rendement l'année prochaine. C'est un truc à long terme, 5 à 10 ans, donc c'est de voir dans ce moment-là ce qui va se passer. Oui, puis il y a des secteurs extrêmement difficiles. Il y a des défis importants au niveau des données, par exemple en santé. C'est clair pour tout le monde qu'il y a plein de modèles qui existent maintenant de reconnaissance de données visuelles ou autres qui s'appliquent en santé. Mais il y a aussi des questions d'éthique, de gouvernance, de vie privée autour des données de la santé. Et ça, c'est le genre de choses que c'est mieux de prendre un peu plus de temps que d'y aller trop vite pour les régler. En même temps, les bénéfices de le faire sont très, très grands. Donc, si on peut trouver les contextes où on peut soutenir ce développement-là, trouver la façon juste et équilibrée de rendre ça disponible, ça va changer littéralement des vies. Là, oui, non, c'est ça, l'impact peut être majeur, sans que ce soit à court terme, ça peut être intéressant de voir ce qui va se passer. Je pense que dans ce classement-là, ironiquement, la Silicon Valley est absente aussi. Oui, moi je doute fortement de ce classement-là. Mais tu sais, c'est comme les radios, hein? Tout le monde est numéro 1 dans les quelque fameux chose. classements, oui, c'est ça, les palmarès. Moi, j'aime mieux. Je pense par contre, ce que j'ai aimé de cet article-là, c'est qu'il faut être honnête aussi. T'sais. On ne peut pas bâtir juste sur du faux marketing ou sur du vent. Il faut bâtir sur des fondations solides, sur quelque chose d'authentique. On a ça à Montréal. Tu vois, c'est le fait qu'on lance Techstars AI à Montréal cet automne. Tu sais, Techstars a 30 accélérateurs. J'ai choisi une ville partout dans le monde pour faire son accélérateur AI, c'est Montréal.
Ça veut dire quelque C'est chose. une bonne nouvelle, non, exactement. Ah non, faut le prendre avec un grain de sel. Bruno me fait du pouce de l'autre côté. Bruno qui est nouveau directeur de Techstars AI. On va le recevoir, on marque ton nom. Il est sur la liste. Est-ce que tu restes à Montréal pour les prochaines années? Est-ce que tu Oui, retournes à la Silicon Valley? Non. Tu vas retourner travailler pour Twitter et tu ne me le dis pas? Non. Je reste ici. Je suis revenu intentionnellement ici avec pour passer au prochain niveau à Montréal. Mon partner John dit souvent on est à l'année 10 d'un cycle de 20 ans. Ah oui, je le vois comme ça. Moi, il reste encore je pense aux 10 prochaines années. Ouais, c'est bon. J'aurai peut-être un pied à terre en Californie un jour, mais aussi pour ma famille, pour mes enfants. J'ai 3 grands qui sont à l'université, j'ai une petite encore, toute petite. Fait que, je pense que pour la famille aussi, c'est important d'être ici. Puis, ce que ça m'a permis d'apprendre aussi d'aller en Californie, c'est que oui, il y a des choses que tu as besoin d'aller là-bas pour apprendre, pour comprendre certaines choses, parce qu'il y a des choses qui se passent par osmose. Mais il y a tout ce qu'il faut ici aussi. D'être ici, ça ne m'empêche pas d'y aller une fois de temps en temps, d'aller ailleurs. Jusqu'à Londres, il y a une couple de semaines, c'est extraordinaire ce qui se passe là-bas aussi. Fait que, de la perspective d'être entrepreneur ou de développer un écosystème entrepreneurial qui est connecté sur le monde, Montréal, c'est une super bonne place pour faire ça. Écoute, c'est sûr que c'est pas... ça reste modeste, mais il y a de la progression. On regarde par rapport à il y a 10 ans. La première fois qu'on s'est parlé, ça a quand même changé beaucoup la scène. Oui. C'est structuré pas mal plus que ce que c'était il y a 15 ans. Puis en même temps, moi j'ai des compagnies qui sont installées ici avec des VC américains, puis ils n'en reviennent pas. Hey, t'as levé juste ça d'argent, ça fait 4 ans que tu perds ta business. Ben oui, parce qu'on a des crédits d'impôt, puis les loyers sont pas chers, puis les salaires ont de l'allure, parce que le coût de la vie il est raisonnable. Mais le talent, il est à haut niveau. Fait que je pense qu'on a. Ça, c'est une recette qui marche super bien. Puis en quelque sorte, je pense que d'être dans une société aussi progressiste, puis accueillante, puis diverse, ça, si on est à la société de la connaissance, la ressource naturelle numéro 1, c'est les cerveaux, ça veut dire que c'est les personnes. Fait que si tu es capable de bien éduquer les gens, d'en prendre soin, les accueillir, leur donner des bonnes conditions, ben tu crées le contexte très favorable pour l'entrepreneuriat. Non, effectivement. Puis, en fait, le problème est rendu l'inverse à Montréal, c'est que là, maintenant, il y a une pénurie flagrante de gens dans tous les domaines, en fait, et dans le secteur technologique aussi. Puis ce que plusieurs entrepreneurs disaient, avec qui je parlais ces derniers jours, c'est qu'il faut ouvrir les vannes, il faut aller chercher des gens qui sont spécialisés, en fait, dans les technos. Donc, j'imagine que ce mariage-là, avoir un pied à terre en Californie, avoir une connexion là-bas, ça va être assez payant pour le... Faut faire les deux, tu sais. C'est vrai pour les talents. Faut que ça soit plus facile aux gens de venir travailler ici. Il faut qu'on forme plus de gens ici. Tu sais, il y a 2 défis. Le premier défi, c'est que tous les secteurs sont techno maintenant. T'sais, avant, on disait le secteur techno, mais on le voit avec... Moi, je travaille avec les gens de Techno-Montréal sur une initiative qu'on appelle Technopolis. Puis j'ai dit, arrêtez de dire le secteur des technos parce que en 2018, c'est la première année où il y a plus de gens qui travaillent avec les technologies d'information à l'extérieur du secteur. Oui. Tu sais, comme il y a plus de programmeurs dans les banques qu'il y a dans beaucoup de firmes de consultation. C'est vrai. C'est peut-être une bonne chose qui est répatriée à l'interne, soit dit en passant. Mais ça veut dire que tous les secteurs sont en pénurie de programmeurs, d'architectes, de chefs de projet. Tu sais. Fait que ça, c'est le constat. Ça veut dire qu'avec la numérisation de l'économie, bien, ce talent-là est en demande. Après ça, on parle beaucoup de transformation numérique, mais c'est des transformations organisationnelles. On peut faire maintenant des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Moi, ma théorie, c'est que c'est plus facile de le faire avec des nouvelles compagnies, c'est ça que je fais dans la vie, que de transformer des vieilles grandes compagnies, mais ils vont le faire aussi, certaines. Fait que c'est un peu cet équilibre-là, mais ce problème-là du plein emploi ou du manque de personnes en termes de talent, il devrait continuer. Ça va être un état constant pour longtemps. Ça ne va pas se régler. Le deuxième élément important, c'est en termes de financement. Est-ce qu'on met les sous dans ce secteur-là, ou dans ce type d'activité économique-là, activité sociale? Moi, j'ai longtemps dit que je voulais un plan nerd, je voulais qu'il y ait plus que le plan nord. Plus que le plan nord, ouais. Arrêtez de creuser des trous, investissez dans les cerveaux. Ben là, je pense qu'on voit cette transformation-là, que ce soit au gouvernement canadien ou au gouvernement du Québec. Il y a une réalisation qu'une partie importante de l'économie
qui est porté par l'économie du savoir. Puis, Ben, de plus en plus, puis même, tu parlais de plan d'or, il y a des sociétés minières qui investissent, il y a du lithium, entre autres, des choses comme ça, donc il va y avoir vraiment du développement technologique quand même, tu sais, même jusque-là, dans le fond. oui, bien, Apple, c'est pas des restaurants qui changent la forme, produit de l'aluminium. Exactement. C'est un drôle de hasard, mais c'est ça rejoint divers éléments qu'on ne penserait pas voir ensemble. Non, puis en même temps, tu sais, il faut arrêter. Pendant longtemps, on a mis le numérique puis le cyberespace puis comme quelque chose à part du réel, mais les choses intéressantes, c'est la combinaison des deux. Là, tu sais, c'est pas la dématérialisation complète. Là, on ne veut pas juste être des esprits. Tu as utilisé un mot quand même qui marque ton âge, cyberespace. On l'entend plus beaucoup, celui-là. Donc là, la prochaine grosse affaire, c'est Thunderfuel pour toi? Ben là, il y a le démo day de Thunderfuel qui s'en vient 10 juillet. Prenez vos billets si vous n'en avez pas encore. Startup Fest, ça va être une grosse semaine. Aussi. Ça fait des années que je suis sur le Seattle Startup Fest, que je soutiens ce qui se passe là-bas. Puis ce qu'on fait ici là, avec la Fondation Osmo en termes du développement de l'écosystème, ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité de ce qui se passe. Je suis aussi bien impliqué dans un truc qui s'appelle la MAIN ou la MAIN, qui est le mouvement d'accélération, d'incubation, d'innovation. Donc le réseau des accélérateurs, des incubateurs, qui a reçu du financement cette année pour accompagner les entrepreneurs. Fait que ça aussi, c'était... Moi, je me focus beaucoup sur les effets de réseau présentement. Il y a qu'est-ce qui est fédérateur, qu'est-ce qui est structurant, qu'est-ce qui a un impact, qu'est-ce qui va faire 10x ou 100x de résultats. Un des points soulevés au début par le Startup Genome. Oui. C'est bon. Fait que as-tu du temps pour prendre des vacances ou ça a l'air d'un gars J'étais occupé? en vacances, je reviens de 2 semaines extraordinaires de vacances. Bon. En Angleterre et en Belgique, où j'ai eu du soleil tout le temps. Tout le monde Belgique riait de moi. ensoleillée. Oui, c'est tout le monde riait de moi. Tu vas aller boire de la bière sous la pluie, mais c'était sous le soleil. Bon, tant mieux. Fait que là, t'es de retour. De retour, Pour un gros été. rechargé. Oui, ça va être bien occupé cet été. On s'ennuiera pas. Bon, ben super. Ben écoute, merci d'être passé. Ça me fait C'est fun de plaisir. t'avoir. C'est, écoute, un pilier de la scène montréalaise, quand même, c'est pas rien. Bonne chance avec la suite, puis on se revoit, écoute, Thunderfuel, Toujours c'est ici dans le café. ça. Ou au café, ben oui, si vous voulez le voir, au Café Osmo. Venez nous voir. Ben, les poids lourds sont ici, on en croise depuis, ils passent devant nous depuis tantôt. Donc, c'est effectivement la place à être pour les technos. Merci, Sylvain. C'est un À la grand prochaine. plaisir, merci. C'est quelque chose quand même. La scène montréalaise bouillonne beaucoup. On a croisé, c'est ça, on parlait, puis on croisait des gens en arrière. C'était quand même assez impressionnant de voir ce maillage-là. Et puis là, c'est ça qu'on disait avec Sylvain, c'est que le maillage gagnerait à être bonifié parce que là, on a beaucoup de gens dans le monde de la start-up, dans l'investissement, dans l'accélération, dans la recherche. Il reste à mettre tout ce monde-là ensemble dans différents canaux. Alors, on a, ici, on est au coin de Sherbrooke et Saint-Laurent. Il y a l'Université de Montréal, de l'autre bord de la montagne. Il y a Concordia. Il y a différents centres comme ça. Puis c'est pas tout le monde qui se parle nécessairement autant qu'on le souhaiterait. Ce qui serait bien, c'est effectivement que ces gens-là se parlent tous un peu plus.